Quand j'ai commencé à réfléchir à ce podcast, Contrôle parental, j'ai vite exposé le sujet à des proches. Parmi ces proches, il y avait Sophie, une collègue de travail et néanmoins amie. En partageant un quotidien de travail sur le long terme, petit à petit, on en apprend un peu plus sur la vie des gens. Et un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que Sophie est diabétique. Il est des affections qu'on ne voit pas au premier abord et qui affectent le quotidien des personnes concernées à un point qu'on ne soupçonne pas vu de l'extérieur. Parmi ces affections, il y a le diabète. On connaît tous un peu le principe, le corps d'une personne diabétique n'arrive pas à réguler le sucre, probablement une des sources de plaisir alimentaire les plus puissantes et qui font le plus consensus dans notre monde moderne, mais aussi un des poisons les plus communément répandus. Les personnes concernées doivent réguler en permanence le sucre dans leur corps. Mais on ne mesure vraiment ce que c'est que quand on a rencontré une personne diabétique qui peut vraiment vous expliquer, vous montrer et vous faire un peu plus toucher du doigt ce que c'est au quotidien. Et ce n'est, je pense, qu'avec le temps qu'on peut commencer à comprendre ce que ça représente si l'on n'est pas soi-même diabétique. J'ai donc doucement mais sûrement intégré le fait que Sophie vivait cette particularité au quotidien. Et il y a quelques mois, Sophie a vécu un truc qui m'a impressionné. Sa fille a elle-même été diagnostiquée diabétique. Elle nous a raconté tout ce que ça pouvait représenter, le changement dans la vie de famille et dans la vie de sa fille Charlie, bien sûr, mais aussi ce que ça lui renvoyait à elle en tant que maman et en tant que personne qui a vécu cette particularité depuis toute petite. Pour être honnête, l'histoire de Sophie et de sa fille Charlie a été pour moi une des multiples motivations à m'intéresser au rapport parent-enfant. C'est même quelque part un peu, pour moi, une validation de l'existence de ce podcast que de recueillir l'accord de Sophie pour qu'elle puisse témoigner dans un épisode. Il faut quand même commencer par les bases. Vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir une Sophie dans votre entourage proche et il m'apparaissait avant tout hyper important que vous sachiez ce que c'est au quotidien que d'être diabétique. Être diabétique au quotidien, c'est une organisation, c'est réussir à réguler sa glycémie en faisant aussi ses activités à côté, c'est faire attention à son équilibre alimentaire en permanence, c'est d'essayer d'anticiper aussi. On anticipe si on va faire du sport, si on va avoir une activité un peu différente de d'habitude. C'est vérifier sa glycémie en permanence, c'est réussir à savoir si oui ou non on peut se permettre un petit plaisir en plus ou s'il faut faire plus attention. Voilà, c'est de l'anticipation, de l'organisation. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, quand tu as une activité physique, potentiellement ta glycémie elle peut baisser, donc ça faut que tu l'anticipes. Tu sais que tu vas avoir un repas, selon ce que tu vas manger, il faut que tu l'anticipes. Et en fonction de ta glycémie, tu vas savoir ce que tu peux ou pas manger, par exemple, c'est ça ? Exactement. Juste le petit bémol, c'est sur la fin, c'est que maintenant, la pompe à glycémie, on reviendra peut-être un peu après, mais me permet de faire des excès, de me dire, voilà, cette fois-ci, je mange un peu plus ou un peu différemment et je vais réguler mon insuline par rapport à ça. C'est une pompe à insuline, c'est une pompe qui est reliée en permanence sur moi avec un capteur que j'ai au niveau de la fesse, ça peut se mettre sur le ventre, sur la cuisse, avec une tubulure qui relie le cathéter et la pompe. Et en gros, c'est mon pancréas artificiel. C'est-à-dire qu'en tant que diabétique, mon pancréas ne fonctionne plus. Et donc, ma pompe, c'est mon pancréas avec de l'insuline, avec une charge d'insuline qui est diffusée toute la journée en continu. Donc, c'est même minute par minute. Je programme un débit qui se diffuse minute par minute. Et en plus de ça, à chaque repas, à chaque fois que je vais manger quelque chose, eh bien, je vais me faire une dose d'insuline. On va dire que maintenant, ça couvre quand même une majorité. C'est quand même, si par exemple, je passe une journée entière sans manger, ma pompe me permet d'être bien la journée entière. Là où moi, j'interviens, c'est à chaque fois que je vais manger, donc à chaque repas, donc 3 fois par jour, je vais intervenir avec ma pompe, où là, c'est vraiment du manuel. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toutes les petites choses en plus, c'est-à-dire le sport, une activité particulière, également un coup de stress. Mine de rien, ça joue sur la glycémie. Une petite anxiété, quelque chose qui ne va pas, ma glycémie va évoluer et donc du coup, je vais devoir changer avec la pompe mes doses. Voilà, là, vous êtes à peu près au même niveau que moi en termes de connaissance de ce que c'est qu'être diabétique au quotidien. Et je pense que vous touchez vite du doigt ce que ça peut représenter, notamment cette fameuse pompe, cette espèce d'appareil qui est branché sur votre corps et qui comble le déficit d'un organe. D'ailleurs, c'est assez génial. Il y a un côté un peu cyberpunk, un peu science-fiction de se dire que l'être humain peut maintenant avoir quelque part des compensations d'organes déportés avec des appareils. En vrai, technologiquement, c'est magnifique. Moi, c'est une des raisons
raisons pour lesquelles j'aime les nouvelles technologies, c'est que ça permet aussi ce genre de choses. Mais évidemment, ça reste aussi une contrainte, hein, ça reste d'avoir ce petit dispositif en permanence de brancher. Et puis, on voit que ça couvre pas la totalité des besoins. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant que je peux vous confier, c'est que travaillant pas très très loin de Sophie, parfois, on entend les appareils qui surveillent Sophie, qui font bip bip, un peu des signaux d'alerte qui montrent qu'elle doit agir, probablement qu'elle a une hyperglycémie ou une hypoglycémie, mais en tout cas il y a quelque chose qui va pas et en fait avec le temps on commence à s'y habituer, il y a toujours un petit regard, je pense, empli de bienveillance qui vise à dire est-ce que ça va, est-ce qu'on peut t'aider? Mais bien sûr, Sophie, elle est complètement autonome pour gérer ça, comme j'imagine l'immense majorité des personnes qui ont cette affection. Mais on voit qu'en tout cas, la pompe ne fait pas tout et que c'est un travail permanent de surveillance et de compensation de la situation de son corps. Alors pour le sujet qui nous intéresse, qui est évidemment celui de la parentalité et de ce qui s'est passé avec sa fille, je suis revenu un petit peu aux origines de sa maladie et j'ai tout simplement essayé d'en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle a vécu, Sophie, au départ, quand elle a appris qu'elle était diabétique. J'ai été diagnostiquée diabétique à l'âge de 8 ans. Donc en fait, c'est surtout mes parents qui ont évidemment découvert mon diabète. T'as des parents qui sont dans le domaine médical? Alors, mon papa est pharmacien. Donc ça aide un petit peu, je pense. Ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, j'étais plutôt malade, mal au ventre, perte d'appétit, j'ai perdu un peu de poids. J'allais assez souvent aux toilettes faire pipi. Et puis on est arrivé à un stade où mes parents se sont dit oulala, elle veut vraiment plus rien manger, elle a tout le temps mal au ventre, on va aller chez le médecin. Le médecin m'a fait, donc ça c'est ce qu'ils m'ont raconté parce que j'ai pas de souvenir de ça, mais m'a fait une glycémie tout simplement. Au vu du résultat, il a dit à mes parents tout de suite vous partez à l'hôpital, c'est un diabète. Donc on est parti en fin de journée, je me souviens bien de ma mère en train de faire les valises, en train de me dire on reviendra dans quelques jours. Enfin voilà, aux yeux d'un enfant de 8 ans, c'est un peu flou évidemment. Donc on est parti à l'hôpital. Le souvenir que j'ai, c'est que j'étais pas bien, j'avais extrêmement faim et on m'a interdit de manger. Donc ça, c'est bizarre, c'est un truc qui m'a marqué parce que je me rappelle que pendant des heures, je réclamais à manger. On me disait non, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas manger. Je vous coupe un peu dans cet épisode, juste pour dire déjà que, vous l'avez compris, le diabète est un truc qui s'inscrit très directement dans le quotidien, notamment parce que il a des implications directes avec l'alimentation. Et donc évidemment le rapport au sucre, le rapport au fait de se nourrir et voire même de se faire plaisir, parce qu'on se fait plaisir aussi avec la nourriture. Mais ça m'a marqué aussi, quand elle m'a raconté ça à Sophie, de voir que dès le début, un des souvenirs qu'elle a eu assez fort, c'est qu'on lui disait qu'il fallait pas manger. On sent assez vite le traumatisme que ça peut créer auprès des personnes qui sont diagnostiquées diabétiques d'entrée de jeu, avant même qu'ils aient des préconisations sur la manière de s'alimenter. Il y a tout de suite ces premiers avertissements. Passons. Il y a aussi un truc qu'elle me disait, c'était qu'elle avait aussi très soif. Et ça, vous allez voir, c'est assez important parce que c'est un des signes qu'elle a identifié par la suite vis-à-vis de sa fille et qui était évidemment très très marquant. Extrêmement soif, interdiction de boire également. Ça a duré et en gros à l'hôpital ils m'ont fait une batterie d'examens, enfin ça a été assez vite au final parce qu'ils ont très bien compris que j'étais diabétique, donc hospitalisation et là tu restes à peu près une bonne semaine de mémoire où on essaye de réguler ton diabète, de faire de la pédagogie avec tes parents pour expliquer le diabète. Il faut se rappeler quand même que ça date d'il y a plus de 25 ans en tout cas pour mon cas. Donc le diabète a bien évolué mais à l'époque c'était encore un petit peu flou. Et donc voilà, ça a été la découverte à ce moment-là. Donc tu étais en primaire et qu'est-ce que ça a changé après au quotidien dans ta vie de petite fille? Et alors déjà toi de ton côté, dans ta perception des choses, et est-ce que tu as des ressentis, des souvenirs de la manière dont c'était perçu par ton entourage à l'école? Bizarrement, à l'école, j'ai pas trop de souvenirs. J'ai pas eu l'impression d'être mis à l'écart ou d'avoir eu un traumatisme par rapport à ça. Après, il faut savoir que mon diabète, il a été pris assez tôt, ce qui fait que je devais me faire... À l'époque, il n'y avait pas de pompe à insuline, donc je me faisais vraiment des piqûres. Et donc, c'est même pas moi qui les faisais, c'était ma maman. Ils avaient formé ma maman pour faire des piqûres à insuline. Ce qui fait qu'elle me faisait ça le matin et le soir, donc hors école, hors cadre scolaire. Au niveau cadre scolaire, ce qui a beaucoup changé, c'est l'alimentation. Il y a un côté un petit peu mis à l'écart quand même, on va pas dire le contraire. J'allais à la cantine le midi, ça c'est moi qui le voulais. Donc le cuisinier me faisait un repas spécifique. Donc à chaque fois, c'est simple, tu es autour d'une table avec plein d'enfants, les enfants se servent un peu comme ils le souhaitent et toi on te dit non, attends, on t'amène ton assiette. Donc forcément tu as un côté un petit peu à part.
Mais je l'ai pas mal vécu. J'ai pas en tout cas un souvenir un peu désagréable de ça. J'arrête un tout petit peu l'entretien là. Je ne sais pas si vous souvenez, comme moi, à la cantine, quand vous étiez plus jeune, d'avoir connu ce copain ou cette copine qui avait un régime sans sel, peut-être plus récemment des régimes sans gluten, des régimes spécifiques. Et là aussi, quand on parle de la sociabilisation qui est amenée par l'alimentation, c'est évidemment très fort quand une personne fait partie des personnes qui mangent à la cantine, mais quand on a ce menu à part, il y a un côté tout à la fois assez exceptionnel, personne unique, soit qui a des fragilités, soit qui a des petits passe-droits pour avoir le plat qui est meilleur que le mauvais plat de la journée à la cantine. Moi, ça m'a toujours marqué, et là aussi, ça doit être un élément qui permet d'être sans doute quelque part pointé du doigt en bien ou en mal, hein, mais dans un collectif, notamment un collectif constitué d'enfants. Bon, je termine ma parenthèse et puis Sophie exprime un petit peu aussi ce que c'était que les hyperglycémies et les hypoglycémies quand elle était plus petite. Et puis aussi des hypoglycémies ou des hyperglycémies pendant la journée où là, notamment les hypoglycémies, c'est un sentiment où tu te sens faible, où tu te sens mal. C'est un peu flou. Je le dis souvent en rigolant, mais c'est un peu vrai. T'as un peu l'impression d'être bourré. C'est bête, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu comprends pas trop ce qui se passe, c'est flou, t'as du mal à marcher, t'as du mal à réfléchir, tout est lent, tout est compliqué. Donc voilà, c'est comme ça que ça me parle. Et par exemple, pour les goûters, je devais me faire un resucrage ou un goûter d'anniversaire. Bon, bah non. Moi, j'avais le droit à un petit lu. Ça m'a toujours marqué, les petits lus. J'utilise volontairement le terme bouffer pendant des années, quoi. Encore ce foutu rapport à la société avec ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas, les goûters d'anniversaire qu'elle mentionne Sophie. Alors elle nous explique assez facilement ce que c'est qu'une hypoglycémie et quelque part je pense qu'on peut tous visualiser l'espèce de grosse fatigue que ça peut représenter avec ce côté être bourré qui donne quelque part un côté presque un peu séduisant même si je pense qu'on n'aimerait pas du tout vivre la même chose qu'elle. Et il y a un autre truc aussi que je lui demande de détailler parce qu'une fois elle me l'a expliqué et c'est assez intéressant de relever l'inverse de l'hypoglycémie, c'est l'hyperglycémie. Donc il y a trop de sucre par rapport à ce qu'arrive à gérer le corps. Et là aussi, ça a des effets assez notables. Je dirais que c'est comme si vous allez, vous, non diabétique, enfiler 1 kilo de bonbons. Et donc à la fin, tu n'en peux plus, tu as très très soif, t'es écœuré, il y a un côté un peu nauséeux, mal au ventre et le sentiment général, c'est une grosse fatigue. Tu t'es jamais dit qu'il y avait 3 Sophies, une Sophie normale, une Sophie bourrée et une Sophie C'est carrément ça. Et suivant les périodes de la journée, il y a des moments où je me dis, ouh là là, ça craint, je vais faire attention. Alors surtout au quotidien, au travail ou autre, ce qui est plus compliqué, en règle générale, les diabétiques le disent souvent parce que pour en avoir échangé, ce qui est plus dur, c'est l'hypoglycémie. Parce que l'hyperglycémie, t'as un sentiment où tu te sens pas bien. Mais c'est gérable en fait, tu peux faire un peu bonne figure, tu peux continuer un peu ton activité. En hypoglycémie, j'ai eu plein de cas de figure petites où tu racontes n'importe quoi. Des fois, tu te rappelles à peine de ce que tu fais des bêtises. Enfin voilà. Et dans un cadre professionnel, par exemple, en pleine réunion, tu dis bon, je vais essayer de faire bonne figure et de pas non plus être mal, quoi. Mon acculturation pour vous au sujet d'être diabétique commence à toucher à sa fin. Et je dois vous faire une petite confidence. Quand je prépare contrôle parental, il y a pas mal de temps d'échange avec les personnes. À vrai dire, plus ou moins de temps en fonction des personnes. Il n'y a pas non plus énormément de temps passé à préparer les échanges, à préparer les questions, les réponses. On avait un petit peu échangé avec Sophie avant de faire cet épisode. Il y a plus de travail a posteriori, puisque je vous amène un petit peu mes réflexions, cette espèce de seconde voix qui vient a posteriori de l'entretien, vous faire part un petit peu de mon sentiment sur les échanges. Mais à chaque fois, je pose la question à la personne avec qui je vais échanger. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux absolument faire passer ou évidemment des choses que tu veux absolument éviter d'aborder? Et quand j'ai posé la question à Sophie, elle m'a demandé de parler du diabète de type 1 et diabète de type 2. Vous allez voir, ça va achever de vous permettre de bien connaître ce que c'est qu'être diabétique. Moi, j'ai réalisé à ce moment-là que c'était aussi parfois source d'incompréhension de la part du grand public.
Le diabète de type 2, c'est celui qui en général est le plus connu et on fait beaucoup d'amalgames quand on te dit t'es diabétique, ah c'est parce que tu mangeais mal, etc. Or, le diabète de type 2, si je généralise, c'est en général pour des personnes plus âgées. Et en gros, c'est simplement qu'ils ont eu une mauvaise alimentation toute leur vie. Ils ont mangé trop de sucre. En général, ce sont des personnes qui sont plutôt en surpoids, voire même en obésité. Donc, le diabète de type 2, je vais le vulgariser, mais c'est un peu de ta faute quand même, tu vois. C'est un peu parce que pendant toute ta vie, t'as fait n'importe quoi, t'as mal mangé, et en fait, t'en payes un peu parce que ton pancréas, il en peut plus. Il arrive plus à gérer tes quantités de sucre que tu avales. Et le diabète de type 1, à l'inverse, ça peut arriver à tout âge. Tu peux naître même avec le diabète de type 1. Tu peux l'avoir à l'âge de 1 an, à l'âge de 10 ans, à 20 ans, bref. Et là, c'est vraiment soit génétique, soit ils te disent que ça peut être lié à un traumatisme, voire un déclenchement inexplicable. C'est-à-dire que les médecins ont du mal à mettre une raison sur le déclenchement du diabète de type 1. Et là, pour le coup, c'est pas de ta faute. Tu peux avoir une alimentation équilibrée toute ta vie et à 20 ans te dire, bon, bah ça y est, t'es diabétique, malheureusement pour toi. Du coup, tu as ressenti des préjugés, toi? Parce que tu as l'air de dire diabète de type 2, c'est encore une fois des conséquences de difficultés d'alimentation, etc. T'as eu des préjugés quand tu faisais part de tes... Ouais, j'ai souvent eu le cas quand je dis je suis diabétique, t'as trop mangé de sucre. Et forcément, en tant que diabétique, déjà c'est quand même une contrainte. T'as pas envie de te dire que c'est de ta faute alors que bon, t'as rien demandé à personne et t'as rien fait de mal. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est compliqué. Faut l'expliquer tout le temps. Et voilà, après les gens comprennent une fois que tu leur expliques, il y a pas de souci là-dessus. Pour ma part, je dois dire que ce soit à cause d'une maladie qui est vraiment une origine, entre guillemets, ou qui soit liée à simplement, là aussi, entre guillemets, une mauvaise alimentation, bah dans tous les cas, les regards et les préjugés qu'il peut y avoir vis-à-vis des personnes qui sont diabètes, c'est très gênant dans tous les cas, à mon sens. Mais je peux comprendre qu'une personne qui, en plus, n'a pas été dans des travers d'alimentation, pour quelque raison que ce soit d'ailleurs, on puisse lui prêter des associations entre avoir une hygiène de vie qui n'est pas correcte et une forme de punition qui serait cette maladie. Bon, à ce stade, vous avez toutes les cartes en main pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est que d'être diabétique si vous ne le saviez pas déjà. Et du coup, j'enchaîne en demandant à Sophie de nous raconter ce qui s'est passé quand sa fille a été elle-même à son tour diagnostiquée diabétique. Alors, c'est arrivé en plein été, donc l'été dernier, pendant une période de canicule. Charlie a eu pendant plusieurs jours souvent envie d'aller aux toilettes, elle buvait énormément d'eau. J'ai mis ça sur le fait aussi de la canicule, évidemment, il faisait chaud, donc elle buvait. Elle perdait un peu de poids, mais ça m'a pas forcément interpellée. Et puis, il s'est passé un soir où en fait on l'a couchée comme d'habitude, aux alentours de 20h. Elle avait jamais eu de problème pour le coucher, enfin tout allait bien. Et là, bizarrement, pendant les 2-3 heures qui ont suivi, il y a eu franchement 4 à 5 réveils. En pleurs, maman, je veux faire pipi, maman, j'ai soif, enfin voilà. Normalement, tous les parents connaissent des soirées comme ça. Donc... Exactement, mais pour le coup, on avait de la chance avec Charlie, ça n'arrivait pas souvent. Et arrivé à la 4 ou 5e fois, forcément, j'ai commencé un peu à me fâcher, j'ai commencé à m'énerver en lui disant, voilà, maintenant, tu vas arrêter de boire de l'eau parce que dans 1 heure, tu vas me rappeler pour refaire pipi, c'est pas possible. Sauf que là, elle s'est mise dans un état de panique où elle s'est mise à pleurer en disant, mais j'ai soif, et je me suis dit, mais... C'est fou de se mettre dans un état comme ça juste pour boire de l'eau. Donc j'étais à la fois énervée parce qu'il était 23h et en même temps j'étais un peu interpellée par la situation. Donc je suis descendue pour lui donner un verre d'eau. Et en fait, en même temps que je lui donne ce verre d'eau, je me dis, je sais pas pourquoi, déclic, je me suis dit, je vais lui faire une glycémie. Donc forcément, moi, c'est plus facile, j'ai le matériel à la maison. Et je me dis, ok, on va faire une glycémie pour voir, peut-être pour me rassurer un petit peu. Donc je suis partie chercher le matériel, j'ai eu du mal à le trouver. Je suis arrivée dans la salle de bain, je lui ai dit, Charlie, je te fais une petite piqûre au doigt, bon forcément des pleurs, etc. J'ai fait la piqûre et en gros, à peu près en 5 secondes, ça s'affiche. Et là, j'ai vu le chiffre. Donc là, en fait, tu te poses pas 15 000 questions, tu sais. Tu sais ce qui se passe, tu sais que ça va pas. Donc du coup, j'ai tout rangé. Je suis descendue voir mon mari. Je lui ai dit, Mathieu, Charlie a 4 grammes. Donc là, il m'a dit, ok. Donc en fait, tous les deux, on savait. C'est bizarre, mais en fait, on s'est juste dit, ok, on sait ce qui se passe, on sait ce qui va arriver. Et donc ensuite,
Ça a été le côté logistique. J'ai une deuxième fille qui dormait, donc on a appelé ma mère pour lui dire est-ce que tu peux venir à la maison garder Anna le temps que on aille à l'hôpital. Je savais aussi pertinemment qu'en partant à l'hôpital à ce moment-là, je reviendrais pas avant plusieurs jours. Je savais très bien avec mon expérience que c'était pas possible. Donc en fait, j'ai fait une mini valise, j'ai pris le doudou de Charlie, je lui ai pris la tablette en me disant bon, peut-être qu'on va la faire patienter avec quelques dessins animés, c'est l'occasion. On a expliqué à Charlie, écoute, on va aller à l'hôpital parce que tu n'es pas bien, ça va aller, etc. Elle l'a plutôt bien vécu, entre guillemets, parce qu'elle savait pas trop ce qui se passait. À 23h, elle est censée faire dodo. Là, on lui dit, on s'habille, on va en prendre la voiture. Donc, limite, elle était contente. Et donc, une fois que mes parents sont arrivés, on est parti à l'hôpital. On a été directement aux urgences pédiatriques. Alors, arrivée aux urgences, j'ai tout de suite dit à l'accueil, j'ai fait une glycémie à ma fille, elle a 4 grammes, ma fille est diabétique. Donc ils nous ont pris en charge très très vite du coup. Et là ça a été une batterie d'examens pour vérifier plein de choses, prise de sang, on lui a mis une perfusion. Et donc là un peu flashback de ce qui m'est arrivé, interdiction de boire, interdiction de manger. Forcément elle avait énormément soif, donc c'était assez compliqué à gérer. En plus, c'est assez impressionnant, même si c'est le service pédiatrique et qui sont adorables avec les enfants, il y a du matériel de partout, il y a des médecins qui défilent. On a dû rester, on est arrivé à minuit et on a fini les urgences vers 6h du matin. Donc voilà, ils ont tout analysé pour confirmer évidemment le diabète et puis ensuite surtout pour essayer de l'équilibrer parce que 4 grammes c'était pas du tout possible, donc il fallait essayer de retrouver une glycémie à peu près normale avant de passer dans le service diabéto et ensuite faire tout le reste. Du coup 6h du matin, les urgences se terminent entre guillemets, mais vous rentrez pas à la maison. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe après ? On nous amène dans le service de diabéto. Donc, on a une chambre qui nous est dédiée à ce moment-là. Donc, Charlie a des patchs elle est reliée à plusieurs machines. Donc, il la transfère avec. On arrive dans la chambre. Donc, très gentils, ils nous disent, écoutez, de toute façon, vous n'allez pas beaucoup dormir parce que toutes les 2 heures, on va repiquer Charlie pour vérifier, en fait. Le but, c'est que pendant les 24 à 48 heures, il vérifie l'évolution de la glycémie, comment ça se passe. Donc là, ça a été toutes les 2 heures, médecin ou infirmière qui venait, prise de glycémie, vérification, et puis ajustement alors là, après, ça m'échappe un peu, mais des perfusions et ce qu'il y avait dedans, quoi. Quand je vois Sophie qui répond à ces questions et qui explique un petit peu le récit de ces événements, elle le fait avec un aplomb qui pourrait laisser penser qu'elle a une forme de distance par rapport à ces événements. Alors, peut-être que le temps a passé, peut-être que sa gestion des émotions est très puissante. En fait, ce que j'aimerais bien savoir à ce stade de notre échange, c'est si son vécu en tant qu'elle-même personne diabétique qui a été diagnostiquée petite et qui a vécu tout ça, lui a permis d'aborder les choses avec plus de recul, plus d'efficacité, ou est-ce qu'au contraire, ça lui ravivait des formes de vieux démons de ce qu'elle a pu vivre depuis petite ? Bizarrement, je pense que j'ai eu les deux. En fait, il y a eu un côté, quand j'ai vu le chiffre sur cet appareil à glycémie, je pense que par rapport à un parent lambda, ou en tout cas un parent qui n'est pas diabétique, j'ai eu un coup de tonnerre et en fait, c'est comme si je voyais ces 10 prochaines années. Je savais ce qui allait se passer, je savais les contraintes, je savais tout ça. Donc là, je me suis pris un shoot d'adrénaline. Et à l'inverse, un côté aussi rassurant parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, on nous explique tellement de choses. Je me suis dit, mais un parent qui ne connaît pas le diabète, mais t'es sous l'eau, quoi. Et moi, en fait, ça, j'avais un côté, les médecins défilaient, nous expliquaient plein de choses. En fait, je les écoutais à peine parce que je connaissais. Mon mari, en plus, donc forcément, connaît le diabète à travers moi. Mon mari, en plus de ça, est infirmier, donc connaît aussi le milieu médical. Donc, en fait, tout ça, on avait un peu un détachement, je pense, sur nous expliquer les termes, ne serait-ce que ce que c'est un bolus, que c'est de l'insuline, une pompe à insuline. Bon, voilà, tout ça, on le savait. Donc ça, hein, j'étais un petit peu j'écoutais de loin. Vraiment, j'avais un voile à ce niveau-là. J'étais vraiment focus sur ma fille et sur ce qui allait se passer dans les dans les prochains jours, les prochaines semaines et comment on allait pouvoir mettre en place. Est-ce que tu avais envisagé cette situation-là quand tu as décidé d'être maman ? Est-ce que c'est un truc qui t'avait traversé l'esprit et dans quelle mesure est-ce que tu l'avais formalisé ? J'ai évidemment posé la question en tant que femme diabétique. On m'a toujours répondu la même chose. Il y a 3% de risque supplémentaire à une maman non diabétique de faire un enfant diabétique. Seulement 3%. Seulement 3%. Et en fait, j'ai eu la même réaction que toi. Je me suis dit, franchement, 3%, faut vraiment pas avoir de chance.
C'était un peu ça ma réflexion. Et donc, du coup, ça m'a limite un peu rassurée. Pendant ma grossesse, bon, forcément, j'ai pas fait de diabète gestationnel étant donné que je l'étais déjà. Donc, en fait, tout était simple. On a reposé la question à la naissance de Charlie. Est-ce qu'il faut lui faire des examens? Est-ce qu'il faut lui faire des contrôles? On nous a toujours répondu non. Parce qu'en réalité, et c'est vrai qu'avec le recul, je les rejoins, même si tu arrives à détecter, et tu ne peux pas détecter un diabète à l'avance, avant qu'il se déclenche, en fait, tu n'as aucun moyen de le contrôler et tu peux pas le soigner. Donc en fait, à quoi bon savoir 5 ans à l'avance que ta fille va être diabétique? Je suis pas sûre que ce soit nécessaire en soi. Et voilà. Et donc, du coup, les 3%, on les a rabâchés plusieurs fois. À la naissance de Charlie, à ses 1 an, quand je leur ai dit est-ce qu'on refait un contrôle à Charlie? Non, toujours pas, sauf si vous voyez des signes ou des problèmes particuliers avec votre fille. Et en fait, très honnêtement, pendant sa première année, mon mari lui a fait 2-3 glycémies sur 1 an. Je sais pas, histoire de se rassurer. Évidemment, tout allait bien, donc il n'y avait rien. Mais voilà. 3%, voilà, c'est un chiffre qu'on vous sort comme ça, et en fait, il veut tout dire, rien dire, d'autant que l'être humain est extrêmement mauvais pour appréhender les proportions statistiques, hein. Ça, c'est un truc qui a été largement démontré. On a un rapport en tant qu'être humain à la statistique qui est très mauvais, on n'est pas fait pour ça, on a besoin d'outils pour comparer les statistiques entre elles, pour bien les mesurer, mais en même temps, on n'a pas trouvé de moyens plus efficaces que les statistiques pour essayer de mesurer des choses et donner des indicateurs, et finalement, en tant que médecin, on peut dire quoi? J'imagine, si on a cette donnée-là, est-ce qu'on va dire aux parents non, ne faites pas d'enfant, vous risquez d'avoir un enfant diabétique, même si les chances sont infimes? Est-ce qu'on doit dire oh, il y a très peu de chances, vous prenez pas la tête? Finalement, ça reste compliqué quand même, hein, cette histoire. Bref, on va mettre de côté cette histoire de rapport à la statistique et surtout du poids et de la responsabilité que peut avoir un parent qui potentiellement peut transmettre une maladie sur le plan héréditaire. D'ailleurs, si vous avez des témoignages en ce sens, surtout n'hésitez pas à m'écrire. Je serais évidemment ravi d'en échanger avec vous. Mais je reboucle à ce stade de l'échange avec Sophie sur ce qui s'est passé ensuite. Alors, on devait rester 15 jours. La moyenne, c'est 15 jours parce qu'évidemment, il y a le côté, il faut soigner l'enfant, il faut le réguler, mais il y a aussi toute la partie pédagogique. Il faut apprendre aux parents et aux enfants. Donc là, Charlie avait 3 ans et demi, donc c'était surtout aux parents, ce qu'est le diabète, comment on va devoir le gérer, toutes les contraintes que ça amène. Donc nous, on a fait un peu de forcing, mais en même temps, je suis diabétique, Mathieu est infirmier. Au bout d'une semaine, ils nous ont laissé sortir, donc ça, c'était chouette. Retour à la maison... un peu perdu en fait, on se dit ok, on commence par quoi, comment ça se passe? Ça ressemble à un retour de maternité ou ça n'a rien à voir? Il y a un côté un peu comme ça, c'est vrai, où tu te dis ok, comment on commence? Alors tu as tout le matériel de diabète qui prend énormément de place et de volume et tu dis ok, par quoi, où on le range, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, ça implique de peser tous les aliments pour Charlie, donc en plus on est rentré, je crois, il était midi et demi, donc en plein pendant le repas. Ok, premier repas à la maison, toc toc toc, comment on fait? On pèse, est-ce qu'on a une balance? Non, on n'a pas de balance à la maison, on va faire à peu près. Ok, enfin voilà, donc c'est un peu, c'est un peu la tornade, on y va pas à pas en fait. Et ça ressemble à quoi du coup le quotidien? Tu dis qu'il faut peser les aliments, ça veut dire quoi? Que vous pesez tous les aliments qu'elle a, qu'il y a certains trucs auxquels elle n'a pas droit. Ça pose des situations un peu particulières, notamment pour des anniversaires, des gâteaux de ce type-là? C'est ça. Alors il y a plusieurs façons de vivre son diabète. Le fait d'être diabétique, je pense que ça nous a laissé aussi une liberté. En temps normal, un diabétique, donc il doit peser tous ses aliments. C'est-à-dire que petit-déj, déj, goûter, on pèse. Donc en fait, on est sorti de l'hôpital avec une feuille un peu, une ligne à conduire. Et voilà, si on mange des pâtes coquillettes avec du jambon et des carottes râpées, Charlie, le midi, les pâtes, c'est 80 grammes, le jambon, c'est une tranche, les carottes râpées, c'est à volonté parce que c'est des légumes. Voilà, on pèse tous les aliments pour que sa glycémie soit correcte. Y a des écarts qui sont possibles, mais dans ces cas-là, il faut réussir à ajuster l'insuline. Donc forcément, les premières semaines et les premiers mois, quand tu es perdu, en général, tu fais pas d'écart. Tu fais en sorte tu penses à ton enfant, tu dis, il faut que sa glycémie soit bonne, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Donc tu suis vraiment le protocole à la lettre. Et puis là, déjà, depuis un petit temps, on se permet déjà plus de latitude sur tout ça. On se dit de temps en temps, voilà, maintenant elle a le droit aussi de manger une glace si elle veut un repas. On essaie du coup de faire un bolus en plus. En fait, on essaie de jongler pour faire en sorte que même si sa glycémie n'est pas parfaite, le but c'est qu'elle soit quand même correcte, sans trop être élevée, sans trop être basse.
Et moi, en tout cas, et même mon mari, il est hors de question que à un goûter d'anniversaire, je ramène un goûter particulier à ma fille et qu'elle soit mise à l'écart parce qu'elle ne peut pas manger la même chose. Ça, c'est un truc qui est clair et net depuis le début avec mon mari. Il est hors de question qu'elle vive ce genre de choses. Donc, du coup, c'est transparent pour elle parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'on fait pour ça. Mais nous, on anticipe. On se dit, ok, là, c'est arrivé récemment, un goûter, il va y avoir des bonbons, il va y avoir des gâteaux, du chocolat, tout ce qu'elle a normalement le droit de manger en très très petite quantité. Je la laisse faire. Évidemment, je fais quand même attention, mais je lui fais de temps en temps, je lui dis, Charlie, viens me voir. Hop, je vérifie, je lui refais un bolus. 2 heures après, Charlie, trop élevé, je lui refais un bolus. Voilà, je fais plein de petites choses comme ça pour essayer que ça passe un peu plus naturellement pour elle, en tout cas. C'est quoi, c'est un bolus? C'est un bolus, pardon. Un C'est quoi? bolus, en fait, ça veut dire que la pompe envoie de l'insuline, tout simplement pour réguler la glycémie. Donc, tu viens de le dire, elle est équipée d'une pompe. C'est ça. Ça ressemble à quoi un enfant de l'âge de ta fille qui a une pompe à insuline? C'est déjà au quotidien, c'est quoi? C'est donc elle a un petit bandeau autour du ventre pour comme une petite pochette, un peu pochette kangourou quoi, où elle met sa pompe dedans. Oui, c'est ça exactement. On le met sous les vêtements comme ça quand on la voit de toute façon, c'est pas spécialement visible. Après, c'est pas un tabou pour elle. Elle peut, même avec des inconnus, dégainer sa pompe. Et même limite, elle va en être fière parce qu'on a mis des paillettes et puis des petits autocollants licorne. Donc, elle va se dire moi, j'ai une pompe. J'ai une pompe avec des paillettes. Voilà. Et ça, c'était aussi une volonté de notre part que ce soit pas du tout un tabou, que ce soit juste normal. Alors, évidemment, à cet âge-là, il y a des enfants qui vont lui dire mais pourquoi t'as ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Voilà. En fait, elle est dans un âge où, bizarrement, et ça, c'est chouette, où elle explique naturellement. Les premières fois où Sophie m'a partagé un petit peu ce témoignage, où elle nous a raconté dans le cadre du travail un petit peu ce qu'elle avait vécu, moi le truc qui m'a le plus marqué, c'est sans doute mon côté un petit peu technophile, mais c'est justement la connectivité de cette pompe. En gros, aujourd'hui, il n'existe pas de dispositif médical pour les enfants pour qu'on puisse contrôler à distance l'état de la glycémie. On nous parle de Quantified Self, on nous parle des Apple Watch, de l'informatique portée qui permet de mesurer plein d'éléments sur la santé. L'Apple Watch qui peut d'ailleurs être configuré pour des enfants ou pour des seniors en état de dépendance pour qu'on puisse un petit peu savoir à distance quel est leur état de santé, s'ils ont chuté, s'ils ont des indicateurs vitaux qui sont bons, etc. Bref, on est en 2023 avec ce type d'appareil, mais pour les personnes qui sont atteintes de diabète et qui en sont en dessous d'un certain âge, on aimerait pouvoir suivre ça un petit peu à distance. Eh bien, figurez-vous qu'il n'existe pas de solutions techniques qui permettent de partager l'information à des responsables légaux, à des parents, à des tuteurs à distance et qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur l'état de santé de l'enfant. Et honnêtement, je peux comprendre qu'on puisse voir ça de l'extérieur comme étant un souci de contrôle absolu, mais je vous avoue que quand on laisse son enfant dans un environnement scolaire, pédagogique, dans un centre de loisirs où les personnes peuvent pas forcément être aussi bien formées que les parents et pas aussi bien formés, c'est logique, que du personnel médical, ça rassurerait quand même d'avoir un petit peu cet indicateur de contrôle. Et donc j'ai été marqué quand Sophie m'a appris qu'elle avait dû équiper sa fille d'un smartphone. Oui, en fait, la pompe que Charlie a eue à la sortie de l'hôpital, elle est reliée à un capteur. Donc, c'est un capteur que tu branches au niveau de ton bras qui te permet d'avoir une glycémie continue. Donc, ça, c'est super parce que moi, il y a 25 ans, la glycémie, c'était une piqûre au doigt 10 fois par jour. Là, elle, c'est pas le cas. Donc, on n'a pas besoin de faire de piqûres, c'est génial. Et du coup, ce fameux capteur envoie en Bluetooth sur une application. Donc, forcément, il faut un téléphone, la glycémie. Ce qui est chouette en plus, c'est que son application de son téléphone, entre guillemets, peut être reliée au téléphone de papa et de maman pour que nous, à distance, on connaisse sa glycémie en permanence. Donc c'est aussi une sécurité. C'est aussi bien parce que tu n'es pas obligé de demander à Charlie de sortir sa pompe toutes les 5 minutes pour vérifier qu'elle est bien ou pas bien, etc. Donc voilà, donc je suis allée gentiment, c'était vraiment pas dans mes précaux d'éducation, mais je suis allée au magasin de téléphone en me disant voilà, il me faut un téléphone pour ma fille de 3 ans et demi, voici les raisons, qu'est-ce que vous nous donnez ? Et évidemment, quitte à en prendre un, autant prendre un iPhone 13 Pro avec beaucoup de capacité de stockage. Évidemment que non, on a pris le minimum syndical, mais c'est ce que je dis toujours, j'ai toujours dit à Charlie, son téléphone, parce qu'elle trouvait que c'était son téléphone, je vais toujours, c'est pas le téléphone de Charlie, c'est le téléphone de la pompe.
En réalité, je pense qu'il y a plein d'excellentes raisons, notamment de certification, qui amènent à ne pas proposer ce type de produit sur le marché, à savoir des outils qui soient à la fois des pompes à insuline, qui soient bien connectés, mais surtout qui soient autonomes et qui n'aient pas besoin de smartphone. Mais je sais pas, quand on regarde un petit peu objectivement la technologie aujourd'hui, ce que ça permet, je rêve d'avoir une petite option peut-être sur les pompes, un petit appareil qui puisse se brancher dessus et qui puisse se connecter à Internet en permanence en 4G ou au moins de temps en temps, je sais rien, une fois par heure. Bref, ça me paraît complètement dingue qu'aujourd'hui il n'y ait pas ce type de proposition et qu'on soit obligé d'aller abonner un enfant de 3 ans et demi à un smartphone avec la connexion cellulaire qui va bien pour permettre de en savoir plus sur l'état de sa glycémie, etc., etc., etc. On a fait un petit peu le tour du vécu de Sophie, du vécu de Charlie, mais il y a un acteur dont on n'a pas parlé, c'est la petite sœur, c'est Anna, qui est forcément une toute petite fille, puisque Charlie, on le rappelle, a 3 ans et demi. J'ai interrogé Sophie sur le rapport que pouvait avoir la fratrie dans cette situation. Alors, ce qui est génial avec Anna, elle a 1 an et demi. Elle aura pas de souvenir de ça en fait. Elle va pas se souvenir de cette période où elle est partie sans dire au revoir à papa maman pendant une semaine, et elle a toujours du coup quasiment vu sa sœur comme ça avec une pompe. Elle a toujours vu sa sœur avec une tubulure qui ressort de son pantalon, vu papa et maman qui étaient en train de peser, etc. Donc en fait ça c'est génial parce qu'en fait c'est une normalité pour elle et ça le sera toujours. Donc ça c'est chouette, mais en même temps c'est un peu aussi ce qui s'est passé avec moi, c'est-à-dire que depuis que j'ai mes filles, j'ai toujours fait mes piqûres devant elles, même quand elles étaient bébés. Charlie, avant d'être malade, me disait maman tu fais quoi? Je lui disais je fais ma piqûre, regarde. Donc en fait c'était un peu, on a désacralisé un peu tout ça, totalement normal pour elle. On a quand même beaucoup joué sur ça aussi avec Charlie pour l'accepter aussi. Elle a le diabète comme maman. Donc il y a un côté un peu, c'est pas chouette, mais en tout cas, c'est normal. Maman, elle est comme ça. Quand elle nous demande pourquoi Anna ne l'est pas, Anna, elle est comme papa. Donc voilà, Anna est comme papa, elle n'a pas de diabète, en tout cas pour l'instant, on l'espère. Et Charlie est comme maman. Donc en fait, rien d'étrange en fait. Et ça, je sais que c'est un avantage fou pour nous de se dire, on a un enfant diabétique, sauf que nous, on connaît le diabète et même autour de nous, nos parents, forcément les miens l'ont vécu de plein fouet il y a 25 ans. Donc en fait, quand on leur a dit Charlie est diabétique, évidemment ça a été un drame, mais c'est pas inconnu pour eux. On leur a pas réexpliqué la totalité du diabète. Donc ça c'est chouette aussi. Le passage logique et incontournable de cet épisode, c'est bien évidemment de demander à Sophie ce qui va se passer pour la suite, parce qu'elle en a probablement une bonne idée. Évidemment, en trame de fond, dans mon esprit, j'essaye de savoir si il y a des vécus de Sophie qu'elle pense que sa fille va également vivre de son côté. Bon, a priori, d'après ses réponses, il y a fort à parier que oui, elle rentre assez facilement dans le détail. Je pense qu'elle va vivre ce que j'ai vécu, mais en mieux, parce que ça a énormément évolué depuis. Donc forcément, ça ira mieux. Ça va être là, les prochaines étapes, ça va être Charlie qui va devoir apprendre à le gérer elle-même. Donc là, pour l'instant, nous gérons son diabète, même si on essaye de l'impliquer le plus possible. Elle veut faire ses bolus, donc les bolus, comme tu disais, c'est sur la pompe. Elle veut bidouiller sur sa pompe elle-même les bolus. Elle ne sait pas lire ni écrire, donc là c'est encore difficile pour elle, mais dès qu'elle va savoir lire et écrire, le but c'est qu'elle calcule ses bolus elle-même. Dès qu'elle doit manger quelque chose de sucré, elle va se dire ok, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Elle va faire plein d'erreurs, comme moi je l'ai fait, mais c'est le but. C'est comme ça qu'elle va comprendre que il faut éviter de faire ci ou de faire ça parce que le diabète ne va pas être bon. Donc il y aura tout ça, il y aura aussi beaucoup de rendez-vous médicaux parce que le diabète c'est une maladie qui touche énormément de choses, c'est-à-dire qu'il faut énormément faire attention au niveau des yeux, il faut faire attention au niveau des pieds, il faut faire attention au niveau des reins, et j'en passe. Donc en fait c'est énormément de rendez-vous à faire tout au long de ta vie. Après, c'est pas mal en soi, c'est un contrôle. C'est exactement comme on a commencé notre discussion quand je t'ai dit, le diabète, c'est un contrôle, c'est de l'anticipation et c'est un équilibre permanent sur ta vie. Un contrôle, une anticipation et un équilibre. Franchement, les retours de Sophie sont toujours dingues quand elle nous parle de son expérience parce qu'on a l'impression que le diabète, c'est presque source de trucs positifs. Évidemment, c'est pas le cas, hein. C'est une maladie et vous l'avez compris dès le début, c'est quand même vachement de contraintes. Mais c'est quand même
marquant de voir que la conclusion que peut en avoir Sophie, c'est des choses d'une part aussi positives, mais aussi fondamentales pour une vie saine et un équilibre au quotidien. Et du coup, quand Sophie me dit ça, j'en arrive presque à me demander si on pourrait pas appliquer à Charlie une remarque qu'on fait souvent aux enfants qui ont subi des choses sur le plan médical qui sont très poussées, très dures et qui peuvent être parfois traumatisantes. Je me demande si ça leur offre pas une forme de maturité ou de recul supplémentaire sur la vie. Naturellement, on a envie de se dire oui. Sophie a un regard là-dessus. Elle a énormément grandi, c'est impressionnant en quelques mois. Déjà, alors au début, je vais pas te mentir, quand elle a commencé à apprendre plein de choses sur le diabète et à nous le retranscrire, ça me faisait mal. Vraiment, de l'entendre de la bouche de ma fille, maman, je suis en hypo. Ah, c'est étrange en fait, bizarrement, c'est étrange à entendre. Maman, je me sens pas bien, maman, il faut que je fasse ça, etc. Bref, et une fois passé ce deuil un peu en tant que maman, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, elle te parle du diabète, elle t'utilise des termes, elle comprend des choses, elle me dit j'ai mal à la tête, je pense que je suis en hyper. Donc déjà là, je me dis waouh, elle a compris ce genre de choses. Systématiquement, quand on va faire un goûter d'anniversaire ou autre, elle demande l'autorisation. Donc elle a compris en fait que c'était quand même quelque chose où il fallait faire attention. Elle nous demande, alors évidemment, comme moi j'ai pu le faire, la période d'adolescence, ça sera différent. Plus. Je pense qu'elle mangera des bonbons en loose day et qu'elle fera des grosses hyperglycémies. Ça sera ses erreurs et elle les fera. Mais du coup, elle a énormément mûri et je pense que tout malade, j'aime pas dire le mot malade, mais toute personne qui a des problèmes de santé évolue énormément, c'est sûr. On arrive à la fin de l'échange et je demande logiquement à Sophie si elle n'a pas une astuce, une ressource, un truc qu'elle aimerait partager pour vous qui écoutez le podcast, pour les personnes qui auraient découvert ce sujet ou au contraire qui seraient peut-être en ce moment confrontées, une espèce de boîte à outils magiques qui permettrait de conclure cet épisode. Ce que je trouve important, c'est qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui ne soit pas tabou. En fait, c'est une maladie qui est très complexe. Il y a beaucoup de contraintes évidemment, mais c'est une maladie qui tu peux tout faire en fait. C'est-à-dire que demain tu veux faire n'importe quel sport, il n'y a aucun problème. Il y a aucun stop dans ta vie. Il ne faut pas te dire je suis diabétique donc je ne peux pas faire ça. C'est même pas envisageable. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la boxe, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait 1 milliard de sports étant jeune. Ça m'a jamais posé problème. Évidemment on le fait différemment parce qu'on anticipe, parce qu'on prend un peu de sucre avant le sport, etc. Mais on peut tout faire. Donc en fait, une fois, en tout cas les parents qui écouteront ce podcast, s'ils ont cette crainte-là, c'est de se dire, ne vous inquiétez pas, une fois avoir passé ce côté un peu forcément tristesse, colère, deuil, tout ce qu'on peut ressentir quand on découvre ce type de maladie. Ok, maintenant on passe à l'étape suivante, la vie continue, on peut tout faire. Et surtout, c'est pas un sujet tabou, quoi. Faut juste te dire que c'est une normalité. On a un diabète, on a une pompe, oui. Moi, j'ai aucun problème quand on me parle à dire oui, j'ai une pompe, je peux vous montrer. Enfin, voilà, il y a aucun problème là-dessus. Merci à Sophie qui a eu la gentillesse de m'accorder un peu de son temps et surtout de me confier ces éléments très personnels de sa vie et ceux de la vie de sa fille. J'avais un trac fou parce que c'était mon premier épisode de podcast enregistré en présentiel dans mon petit studio à Amiens. En 10 ans, ça ne m'était jamais arrivé, tout podcast confondu. J'ai toujours enregistré mes podcasts en ligne. C'était une superbe expérience très enrichissante qui rend l'exercice très différent et qui apporte un plaisir assez dingue que je n'aurais pas soupçonné. Ça donne d'ailleurs des envies pour la suite. Vous pouvez retrouver Sophie sur Instagram @somez, SO_MEZ. Encore un underscore, il y a 2 underscores. Vous pourrez d'ailleurs lui poser les questions auxquelles elle n'aurait pas répondu et lui dire à quel point vous l'avez trouvé génial dans le podcast. Le lien figure dans les notes de l'épisode. Et puis je compte sur vous pour me laisser un petit mot et des avis à 5 étoiles sur les applications de podcast comme Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Ce sont toujours des signes dont je prends toujours connaissance et qui remplissent mon quotidien et m'aident à améliorer le podcast. Merci notamment à Lyon P qui a mis 5 étoiles et
qui dit le premier épisode est hyper intéressant, ça semble très prometteur pour la suite, bravo. Merci également à Anne au naturel, super démarrage avec un super invité aux paroles puissantes et plein de réflexions. Merci et belle continuation, je serai au rendez-vous. Ou merci également à Amel GR, bravo pour ce premier épisode très intéressant. J'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. Vous aimeriez que j'aborde des thèmes spécifiques, vous avez des recommandations d'invités, vous pouvez m'envoyer un petit mail à guillaume@contrôleparentalpodcast.fr. Retrouvez également tous les épisodes, les références évoquées dans les émissions et plus d'infos sur le podcast sur le site internet contrôleparentalpodcast.fr. Et n'hésitez pas à me suivre à titre individuel pour en savoir plus sur moi et sur les coulisses des enregistrements sur Instagram @GuillaumeVendée. Si vous voulez également m'entendre encore un peu plus, retrouvez-moi également dans les podcasts Relife, RELIFE, où on parle d'amélioration du quotidien et de développement personnel avec Matt et Julien, mes compères de ce podcast, et puis également toutes les semaines dans un autre podcast qui s'appelle Tech Café, où on parle de l'actu tech et ses enjeux de société. À très bientôt dans un prochain épisode de Contrôle Parental.